Mon nom, c'est Isabelle Jalbert. Je suis infirmière spécialisée en sclérose en plaques et je fais partie du groupe Accès Spécial. Accès Spécial, comme on peut le voir là, à la gauche de la diapositive, favorise en fond l'éducation, la communication, l'information et l'accessibilité en ligne concernant la sclérose en plaques. Nous sommes 4 infirmières spécialisées, puis on travaille ensemble afin de développer des activités pour vous rejoindre virtuellement. C'est important de se rappeler qu'ici, c'est une plateforme qui est publique. On peut passer à la prochaine diapo. Et on peut pas vraiment, c'est pas vraiment la place pour discuter de situations personnelles. Donc, à ce moment-là, ça va être préférable de vous référer directement à votre neurologue ou à votre programme de soutien si vous en avez un. Par ailleurs, on va nommer des classes de médicaments et non les noms commerciaux, comme dans nos webinaires précédents. Puis, si vous présentez un effet secondaire à un médicament, bien, on vous invite alors à en parler directement à votre pharmacien, votre infirmière ou à votre médecin. Pour ce qui est du déroulement, bien, si vous avez des questions pendant la présentation, on vous propose de les adresser directement dans la boîte de clavardage. Comme ça, mes collègues vont pouvoir y répondre là, par écrit au fur et à mesure de la présentation. Aussi, à la fin, il va y avoir une période qui va être prévue pour répondre de façon plus élaborée à certaines de vos questions que vous aurez posées dans le chat. La présentation de ce soir, c'est notre 4e webinaire de cette année. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aller visionner sur le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Il y a le lien YouTube pour visionner les webinaires précédents, dont le premier qui était sur la sclérose en plaques 101, donc les bases de la SP. Le deuxième qui était poussée, pseudo-poussée et symptômes démystifiés. Et le dernier qui vous a été présenté il n'y a pas longtemps sur la grossesse, l'allaitement et la fertilité. Puis aussi, bien, le webinaire de ce soir, on va pouvoir le réécouter. Vous allez pouvoir le réécouter si vous en avez envie. Il va être disponible sur YouTube également. Alors, aussi, puisqu'on veut répondre le plus possible à vos besoins, à la fin, on va vous demander vos suggestions par rapport au sujet que vous aimeriez qu'on aborde en 2022. Vous pourrez les inscrire aussi dans la boîte de clavardage. Ceci étant dit, bienvenue à la présentation de ce soir qui va porter sur un symptôme qui est très fréquent avec la SP, la fatigue, et on va surtout essayer de comprendre comment on peut optimiser notre énergie. Donc, voici le plan de la présentation de ce soir. On va commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement la fatigue en SP, donc sa définition, essayer de la comprendre. Quelles en sont les causes? Quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à entretenir la fatigue? On va aborder des trucs et les principes de gestion d'énergie. Ensuite, on va parler des traitements et on terminera par une petite histoire de cas. Bon, comment on pourrait décrire la fatigue? C'est un symptôme qui est fréquemment rencontré en SP. En fait, on peut, dans la littérature, là, on voit qu'il y a près de 80 à 90% des personnes qui sont touchées par la SP qui vivent cette fatigue. Elle est un des symptômes qui peut être le plus invalidant. Puis, la fatigue seulement n'est pas considérée vraiment comme une poussée. Hein? Ça prend d'autres symptômes associés. Mais par contre, lors d'une poussée, la fatigue peut être plus présente. Elle peut être davantage présente. Je vais juste essayer d'améliorer mon visuel ici. Je ne vois pas les diapos complètement, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est ça. On peut passer à la suivante. Pour ce qui est des caractéristiques de la fatigue, bien, ce qui arrive, c'est que ça arrive de façon soudaine. C'est intense. Ce n'est pas une fatigue là, habituelle, normale là, de la population en général qui arrive graduellement. Ça arrive souvent d'un coup.
c'est pas nécessairement relié à la quantité d'activités qu'on va avoir faites ou ça ne sera pas non plus relié aux heures de sommeil qu'on va avoir eues. On ne peut pas la relier, en fait. Elle arrive comme ça. C'est un symptôme qui, comme les autres symptômes de sclérose en plaques, peuvent être augmentés par la chaleur. Donc, on va le voir tout à l'heure, mais on se rappellera aussi que Nathalie l'a bien décrit là, dans son webinaire sur les pseudo-poussées, le phénomène du TOF qui peut exacerber la fatigue. Et cette fatigue-là, elle va interférer avec nos activités de la vie courante. On va pouvoir sentir un impact, là, malheureusement, sur nos activités comme le travail, les loisirs, les activités familiales. La fatigue, elle peut être constante aussi ou être présente par période seulement. Comment on peut la décrire? Les gens disent que c'est comme un manque subjectif d'énergie. Ça peut être physique ou mental, qui est perçu comme nuisant aux activités habituelles ou aux activités qu'on aimerait faire. Bon, moi, souvent, je vais donner l'exemple à mes patients que c'est comme si on avait une batterie qui se décharge vraiment plus rapidement que celle d'une autre personne. On vient de parler de la description de la fatigue. Maintenant, on va aborder les causes. Quelles en sont les causes? Donc, premièrement, la sclérose en plaques va, on a vu aussi avec le webinaire de Judith sur la SP101, causer de l'inflammation au niveau de la gaine de myéline. C'est certain que cette inflammation-là, notre corps est quand même bien fait. Il va essayer d'aller réparer l'inflammation. Hein. On a tout un processus anti-inflammatoire pour essayer d'aller réparer la gaine qui est en train de se briser. Donc, on peut penser que toute l'énergie qui s'en va à ce niveau-là pour réparer au fur et à mesure, ben, c'est de l'énergie qu'on n'a pas nécessairement pour fonctionner au quotidien. Donc, en tant que symptôme primaire, on pense que la fatigue est attribuable à l'altération du système nerveux central. Puis, c'est ça, le dommage à certains tissus cérébraux. Puis, il y a des interruptions aussi qui se produisent là, dans le circuit des nerfs. Donc, ça demande de l'énergie pour essayer de faire passer le message. Puis, ça peut expliquer en partie la fatigue. Puis aussi, ben, on l'a vu, la production là, de cytokines qui survient lors des réactions inflammatoires, ben ça peut contribuer à générer la fatigue. Suivante. La fatigue, elle peut être attribuable aussi à d'autres problématiques de santé. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a l'ASP qu'on ne peut pas avoir d'autres problèmes de santé. Donc, on voit ici là, les problèmes de la glande thyroïde qui peuvent entraîner de la fatigue, une glycémie pas bien contrôlée ou un diabète insoupçonné, une infection, la fièvre peut engendrer davantage de fatigue. Hein? On le sait, infection, fièvre, chaleur, ça vient ensemble. Ça peut représenter une pseudo-poussée. Si on souffre d'anémie, ça peut aussi nous engendrer de la fatigue. Hein? On peut être plus fatigué si on souffre d'anémie. L'apnée du sommeil, qui est une affection qui peut arriver. On ne connaît pas ça tant que ça, l'apnée du sommeil, mais si toutefois on présente de la fatigue en début de journée, ben à ce moment-là, on peut penser, parce que normalement, quand on se lève, on a quand même un certain niveau d'énergie. Mais si on est fatigué en se levant le matin, que c'est très lourd, puis si on ronfle aussi, ben, on peut penser que l'apnée du sommeil pourrait être à investiguer. Si on a une affection pulmonaire, cardiaque, rénale, également, la dépression peut causer de la fatigue. Puis c'est certain que l'insomnie, ben, c'est la cause principale de la fatigue secondaire. Là. Le fait de ne pas bien dormir, c'est certain que ça ne nous aide pas pour être en forme dans le jour. La fatigue
peut être causé aussi par d'autres causes, comme par exemple l'effet secondaire d'un médicament. Si on pense entre autres à la classe des antispasmodiques, des médicaments aussi qui sont donnés contre les crises convulsives, c'est des médicaments qui peuvent induire de la fatigue. Certains produits naturels également. Là, j'ai mis comme exemple la sauge, la camomille, mais le tilleul peut aussi, si on en consomme de façon régulière, entretenir la fatigue. On vient de voir les causes. Maintenant, on va aborder les facteurs qui peuvent contribuer à ce que la fatigue persiste. Il y a certains symptômes de la SP qui vont nous entraver le sommeil, en fait, qui vont nous empêcher de bien dormir. Puis ça, c'est important de faire une bonne évaluation à ce niveau-là. Si on souffre d'insomnie, est-ce que c'est parce qu'on a de la douleur? Est-ce que c'est parce qu'on a des difficultés au niveau de la vessie qui font en sorte qu'on doit aller une fois à la toilette la nuit, 2 fois, même 3 fois pour certaines personnes? Donc, si on est réveillé à cause d'une envie d'uriner, on dort moins bien, on a de la difficulté à se rendormir parce qu'on est toujours levé, ben, ça, c'est certain que c'est des éléments qui doivent être évalués, puis sur lesquels on peut agir certainement. Donc, c'est important de ne pas hésiter à en parler à votre médecin si vous avez des symptômes de la SP qui entravent votre sommeil. Concernant d'autres facteurs qui peuvent contribuer à entretenir la fatigue, on va penser, bien, premièrement, à la sédentarité et le déconditionnement. Là, je vais vous lire les principaux facteurs, mais on va entrer plus en détail là, par la suite. Pour les premiers, là, la sédentarité, le déconditionnement, le tabagisme, alcool, drogue, l'alimentation et l'hydratation et la chaleur qui sont à considérer. Concernant le surmenage, ben là, ça, c'est quand même un lien qui est assez facile à faire parce que, par exemple, si je me rends à bout, si j'en donne trop, si je vais au bout de mes limites, ben, c'est normal de se sentir fatigué, mais quand même, des fois, ça fait partie d'un style de vie de la personne d'en faire vraiment beaucoup et puis on ne se rend pas compte que c'est dû à ça, mais c'est un facteur qui est quand même à considérer. Le stress, l'anxiété, ça gruge quand même vraiment beaucoup d'énergie. Le stress, c'est pour tout le monde. Ça prend beaucoup d'énergie pour contrôler l'anxiété aussi. Donc, cette énergie-là qu'on prend à gérer notre stress, ben, on ne l'a plus pour fonctionner. Donc, ce sont des facteurs importants. Ensuite, il y a certains produits naturels, je l'ai dit tantôt. C'est pas parce que c'est des produits naturels que c'est nécessairement bon. Il faut y aller de façon modérée. C'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. L'obésité, ben, malheureusement, on comprendra qu'un surplus de poids, ben, ça demande une énergie supplémentaire là, pour se mobiliser, par exemple. Les habitudes de sommeil qui sont très importantes. C'est certain que si je me couche tard, ben, c'est ça. Et ça se peut que je sois fatiguée le lendemain, donc c'est important là, de considérer nos habitudes de sommeil. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine de la fatigue. C'est important de procéder à une évaluation des causes et des facteurs contributifs, quitte à commencer par un bon bilan de base là, avec notre médecin de famille pour éliminer toutes les causes là, qu'on a nommées tout à l'heure. Puis, il faut faire attention, là, j'ai mis la SP peut avoir le dos large. Souvent, on va dire, ah, ben, c'est ça, moi j'ai la SP, donc c'est pour ça que je suis fatiguée. Ben non, tu sais, on a vu qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer de la fatigue, qui peuvent l'entretenir, puis c'est important là, d'évaluer tous ces facteurs-là avant de dire que c'est la SP qui est en cause. Maintenant, on va y aller avec les trucs et conseils d'économie d'énergie. Là, c'est certain que je n'aurai pas des trucs miraculeux à vous donner.
Malheureusement, il n'y a pas une pilule magique ou un truc qui fait en sorte que, on revient avec une énergie du tonnerre, mais je vais vous donner les meilleurs trucs. Puis s'il y a quelques petites choses dans ça qui peuvent vous aider un peu au quotidien, ben, je me dis qu'on aura déjà un pas de fait. J'avais envie de vous présenter le cycle de la fatigue. Moi, je pense que je n'ai pas la possibilité de pointer avec ma flèche. On voit ici que j'ai de l'aide virtuelle. Donc, si on y va dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le haut, ben, comment ça se passe? C'est que ben, si je suis fatiguée, je vais avoir tendance à faire moins d'activités. Donc, je me sens moins valorisée parce que ben, je n'ai pas fait grand-chose, puis j'aurais voulu en faire plus, puis je sens que je suis moins fière de moi. Donc, ça engendre un sentiment négatif qui donne du stress, qui remonte en haut, le stress engendre de la fatigue et ça tourne comme ça. On est comme dans un cycle négatif qu'on appelle le cycle de la fatigue. Bon, comment on peut briser ce cycle-là? Bien, premièrement, en faisant de l'activité physique. L'activité physique, là, s'il y a une chose que vous avez à retenir de la présentation de ce soir, c'est que c'est sur la première marche du podium en tant que truc. Tous les projets de recherche qu'on lit en SP démontrent que l'activité physique pratiquée de façon régulière peut atténuer la fatigue, augmenter la force musculaire, puis le niveau d'énergie. En plus, ça améliore le sommeil et l'humeur. Donc, je vous ai mis des exemples d'exercices physiques qu'on peut pratiquer. Puis, il n'y a pas une bonne recette. C'est vraiment, il faut y aller selon ce qu'on aime, nos intérêts, ce qui est disponible dans notre entourage ou comme cours ou peu importe. L'important, c'est d'y aller avec cœur. Donc, je vous ai mis la marche, qui peut être un très bon exercice. Le vélo, ça peut être le vélo à l'extérieur ou stationnaire, sans problème. La natation, l'aquaforme, yoga, tai chi, la gym. J'ai même une patiente, là, j'ai mis la danse country. J'ai une patiente qui est venue nous voir là, il y a 2 semaines, puis elle avait repris de l'énergie, elle était tellement contente. Elle faisait des cours de danse country. Elle avait un peu de difficulté à suivre, mais elle était tellement fière d'elle et tellement... ça lui permettait de socialiser aussi. Donc, c'était vraiment une belle rencontre là, quand elle me parlait de sa danse country. J'ai mis juste en haut le pédalier. Le pédalier, c'est vraiment aidant. On peut... c'est pas très connu, en fait. Là, c'est comme, je vous ai pas mis d'image, mais c'est un petit dispositif qu'on peut utiliser soit avec les jambes, on peut le placer en dessous du bureau, on peut pédaler, là, je peux pédaler, puis on s'en rend pas compte, mais aussi pour les gens qui ont de la difficulté au niveau de l'équilibre ou que c'est plus difficile de faire du vélo, ben, on peut faire du cardio avec les bras. À l'aide de ce pédalier-là, on en voit sur Amazon, par exemple, ils en vendent. Il faut juste faire attention pour prendre un modèle qui est antidérapant parce que sinon, ça peut se promener puis être dérangeant. Donc, là, je vous dis que c'est le truc numéro 1, l'exercice, mais là, vous allez dire, ben là, ça ne marche pas. Moi, je suis fatiguée, donc je n'ai pas la force de faire de l'exercice. On entend ça souvent. Mais non, il faut comme se pousser un petit peu pour en faire un peu. Puis là, j'arriverai à la diapo suivante pour nous permettre d'entrer dans le cycle de l'énergie. Si on peut avancer la diapo, parfait. Donc, le cycle de l'énergie, en fait, c'est que si j'en fais un petit peu d'exercice physique, ça va me donner de l'énergie. On va le sentir au bout de 2-3 semaines d'activité régulière, ne serait-ce que, je vous dirais, 15 minutes de marche 3 à 5 fois par semaine, ça augmente déjà après 3 semaines le niveau d'énergie. Donc, si mon niveau d'énergie est un peu plus élevé,
on va à droite, ça m'amène un sentiment de valorisation, de réalisation. Je suis fière de moi. Je suis allée au dépanneur, par exemple. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas activée pour le faire, puis ça me rend fière, ça me rend heureuse. Ça me valorise, ça augmente mon niveau d'énergie, ça me donne envie de le refaire. Donc, on tombe, au lieu d'être dans le cycle de la fatigue, après 2, 3, 4 semaines, on tombe dans le cycle de l'énergie qui est vraiment plus positif. Un autre conseil pour améliorer notre énergie, c'est de s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée. Afin d'avoir plus d'énergie, ce qui est recommandé, c'est de consommer des repas et des collations qui sont riches en protéines, puis en glucides complexes, comme par exemple le pain blé entier, le fromage. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on peut passer plusieurs heures sans manger, puis là, on sent comme une baisse d'énergie. Donc, le fait de s'alimenter, là, selon le guide alimentaire canadien, mais d'adopter des collations riches en protéines, ça peut nous aider à maintenir notre énergie. J'ai mis une petite mise en garde, en fait. Des fois, on a comme une baisse, puis là, on a comme envie de manger une barre de chocolat ou quelque chose de sucré pour se booster, mais en réalité, ces aliments-là vont provoquer un bref regain d'énergie. Oui, on va le sentir, mais ça va être suivi d'une baisse, là. Donc, la fatigue, le risque de s'accentuer à ce moment-là. Pour ce qui est de l'hydratation, on ne l'a pas autant en tête que l'alimentation, mais il faut se rappeler que la déshydratation, ça peut causer de la fatigue. Puis, ce qui est recommandé, c'est de boire 6 à 8 verres d'eau par jour, soit 1,5 litre de liquide. Donc, il faut vraiment boire. Puis, les boissons, en fait, qui ont une forte teneur en caféine, souvent, on va recourir à ça pour se donner, encore une fois, un petit boost d'énergie. Ça peut être énergisant dans un premier temps, mais en excès, ben, ça peut provoquer aussi une déshydratation. Puis, ce que je voulais vous dire par rapport à ça également, c'est que il y a des gens qui sont touchés par la SP qui peuvent avoir des problèmes urinaires, c'est-à-dire des urgences pour aller uriner ou des envies d'uriner fréquentes. Puis par rapport à ça, ils vont avoir tendance à moins boire. Donc, il ne faut pas. Il faut pas. Ça n'améliore pas le problème vésical de moins boire, puis ça nous déshydrate, ça peut exacerber la fatigue. Bon, pour ce qui est du tabagisme, ben, je vais prendre quand même un petit temps parce que c'est quand même un facteur qui est quand même très important là, au niveau de la fatigue, mais au niveau de la SP en général. Là. Mais juste pour revoir qu'est-ce que ça fait le tabac sur l'organisme, ben, la nicotine, en fait, c'est une substance qui est excitante puis qui va provoquer, ben, premièrement, des troubles de sommeil. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que la cigarette, dans le fond, elle maintient le corps dans. C'est spécial, c'est comme dans une. C'est comme si le corps il est tout le temps en attente de la prochaine cigarette. Donc, il y a toujours comme une tension de manque ou de qui dépense de l'énergie. Là. Ça, c'est comme si ça crée des tensions, puis ça perturbe l'endormissement, le sommeil, puis ça gruge l'énergie au corps d'être comme toujours un petit peu en manque. Puis aussi le monoxyde de carbone qui est contenu dans le tabac, puis ouais, dans les cigarettes, c'est ça. Ça réduit le taux d'oxygène dans le sang. Donc, moins d'oxygène dans le sang, ben, ça crée de l'essoufflement. Puis aussi une accélération du rythme du cœur qui travaille trop fort pour rien. Donc, ça entraîne une fatigue. J'en profite pour glisser, si on recule peut-être là encore pour ce qui est du tabac. Je vais en profiter pour glisser un mot là, sur la cannabis ou le pot. En fait, sur le site de Santé Canada, on lit que le cannabis, là, sous toutes ses formes, okay, autant inhalé que l'huile et tout, ça peut causer de la somnolence ou de la fatigue, des troubles d'attention et de concentration. Donc, c'est
c'est important de garder en tête que si on consomme du tabac ou du cannabis de façon régulière, ça peut entretenir notre fatigue. Je vous ai mis au-dessus de l'image une ressource vraiment intéressante qui est le Centre d'abandon du tabagisme. Dans chaque CLSC maintenant, il y a des intervenants qui sont là que pour aider les gens à arrêter de fumer. On les appelle les agents de promotion de la santé et des bonnes habitudes de vie. Donc, il ne faut pas hésiter à recourir à ces personnes-là. On appelle simplement au CLSC. On fait part de notre besoin. Écoute, moi, j'aimerais ça être aidé pour arrêter de fumer. Donc, vous allez être transféré, puis vous allez être accompagné dans votre démarche. Et je vous encourage fortement. Pour ce qui est de la prochaine diapositive, bon, c'est un autre truc, en fait, c'est se tenir au frais. Si on revient encore à Nathalie qui nous avait expliqué dans son webinaire sur les pseudo-poussées le 10 août, que la chaleur peut augmenter les symptômes neurologiques, donc la chaleur peut augmenter la sensation de fatigue. Tous les trucs qu'on peut mettre en place pour maintenir la température corporelle dans les limites normales sont les bienvenus. Là, je vous ai mis climatisation, donc l'air climatisé. Ça peut être se tenir à l'ombre simplement quand il fait chaud, boire de l'eau. Puis là, je vous ai mis les vêtements réfrigérants qui sont quand même assez méconnus. Les vêtements réfrigérants, ça s'achète sur Internet, là, je vous dirais Amazon, il y a des sites. Je vous ai mis des exemples. Là. Il y a la marque Techniche qui font des bons vêtements réfrigérants. Enduracool. Il y a la compagnie Polar Product aussi. Je pense qu'il y a un T après le Product. Ouais. C'est des exemples de vêtements. OK, je vous explique un peu le principe. Il y en a qui ont des poches pour mettre des ice packs. Ce n'est pas nécessairement les plus performants. Ceux qui sont vraiment l'idéal, c'est il y a comme des petites billes à l'intérieur du tissu, okay, mais on s'entend que c'est vraiment laid. Là, on regarde les images et on se dit « Oh mon Dieu, je ne peux pas porter ça, c'est laid. » C'est vrai que c'est très laid, mais on les porte sous nos vêtements. Donc, le principe des petites billes, c'est qu'on plonge le vêtement dans l'eau froide pour 5 à 10 minutes. Lorsqu'on ressort le vêtement, les petites billes vont avoir absorbé le froid de l'eau. Le vêtement est très, très mince, ça sèche presque instantanément. On le porte, puis ça nous garde au frais toute la journée. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je fais la promotion de ces vêtements-là. Je n'ai pas de cote, mais maintenant, sur Amazon, là, on peut se procurer les différents types de vêtements. Moi, j'ai eu des bons témoignages là, de personnes atteintes de SP qui souffraient de fatigue, puis pour qui là, les vêtements réfrigérants l'été les ont bien aidés. Entre autres, je pense à un de mes patients que lui, son travail, c'est les postes à essence, dans le fond, en dessous des réservoirs, lui, il allait comme remplir les grosses tanks, là, en tout cas, je ne sais pas exactement ses fonctions, mais il devait aller dans la terre. Puis, il me disait que lorsqu'il était dans le fond, il y avait chaud, puis des fois, ça l'accablait tellement qu'il avait de la difficulté à ressortir de là. Puis lorsqu'il a connu les vêtements réfrigérants, lui, d'ailleurs, il y avait un genre de bandeau qu'il mettait dans son casque là, de construction, un bandeau avec les petites billes dont je vous parle. Puis ça l'aidait vraiment beaucoup. Aussi, j'ai une personne atteinte de SP que je connais qui est médecin, puis qui donne des conférences. Puis lui, avec le veston, la cravate, les spots, ça lui occasionne de la fatigue cognitive un peu. C'est comme s'il perd un peu le fil de ses idées. Puis lorsqu'il donne ses présentations, maintenant, il utilise toujours la petite veste là, qu'on voit en bas à droite, là, la petite veste réfrigérante qu'il porte en dessous de sa chemise, son veston. Puis il dit qu'avec ça, c'est comme si le fait de garder sa température à un niveau moyen-bas, ça lui permet d'avoir les idées plus fluides là, au cours de ses présentations.
Donc, c'est des exemples, mais je pense que... Puis, c'est pas si cher que ça du fait qu'on a besoin que d'un morceau. Ça peut tourner entre peut-être 25 et là, ça peut monter jusqu'à 100, tout dépendant du morceau qu'on choisit. On peut passer à la suivante. Bon, gérer notre stress pour conserver plus d'énergie, comment on peut faire ça? Bien, on doit établir nos priorités. Hein? On ne peut pas tout faire dans une journée. Des fois, on s'en met beaucoup sur notre liste, donc il faut vraiment, pour diminuer le stress, établir nos priorités. On peut partager ou déléguer des tâches. Souvent, on ne passe pas, mais on pourrait en déléguer davantage. Simplifier des tâches, en éliminer. On peut essayer d'améliorer notre planification pour l'organisation de notre quotidien. Pratiquer la méditation, ça aide vraiment pour le stress, l'anxiété, les exercices de respiration, les techniques de relaxation. Il y en a qui vont dire, moi, méditer, ça m'énerve. Il y a des applications de toutes sortes maintenant qui sont disponibles, la cohérence cardiaque, juste 3 grandes respirations profondes, lentes au courant de la journée. Ça peut nous aider à baisser la pression. Se garder du temps pour soi, pour se faire plaisir dans la journée. Puis, on peut aussi appliquer les principes d'économie d'énergie. Qu'est-ce que c'est les principes d'économie d'énergie? Bien, c'est une façon différente d'utiliser l'énergie qu'on possède. OK? Ça n'augmente pas notre niveau d'énergie, mais ça nous apprend à mieux gérer notre énergie. Ça nous amène à prendre un contrôle sur notre vie. Moi, je vais vous en glisser quelques mots. Si vous avez besoin de plus d'informations, si ça pique votre curiosité puis vous avez envie d'aller lire davantage sur les principes d'économie d'énergie, bien sûr, le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques, vous allez trouver beaucoup d'informations. Sinon, vous pouvez toujours recourir à un ergothérapeute. Les ergothérapeutes sont les spécialistes des principes d'économie d'énergie. On va se donner un exemple visuel pour la gestion de l'énergie. On va se dire, par exemple, qu'on a 10 d'énergie par jour. OK? Puis là, on doit choisir où la dépenser. Bon, là, je vous donne un exemple, mais tu sais, c'est vraiment, c'est personnel à chacun, là, combien ça coûte d'énergie pour chaque situation. Mais bon, exemple, je me lève, moi, le matin, je prends ma douche, ça m'a coûté 1 pièce d'énergie. Bon, on se rappelle que j'en ai 10 au départ. 1 pièce d'énergie pour ma douche. Je prépare les enfants pour l'école, ça vient de m'en coûter 2 pièces. Là, ça va, je suis rendue à 7. Mais là, le téléphone sonne, puis c'est ma belle-mère qui parle trop, puis qui est tannante, puis qui ne me lâche pas. Elle m'appelle vers 10 heures. Là, ça vient de me gruger 3 pièces d'énergie en plus. Fait que là, il est rendu midi, puis il me reste juste 4 d'énergie pour finir la journée. Bon, là, qu'est-ce que je peux faire? Bien là, je décide de me reposer 20 minutes. Je peux récupérer peut-être 1 pièce. Suivante. Fait que dans le fond, c'est un peu comme notre budget. On choisit dans quoi qu'on investit notre énergie. Puis, il faut aussi avoir en tête, bien, quelles sont nos dépenses inutiles. Ça fait que mettre son énergie en banque, dans le fond, c'est se reposer. Puis, pour budgéter notre énergie, bien, il faut réduire nos dépenses puis faire surtout des choix sur où est-ce qu'on veut investir nos 10 d'énergie. On va aller à la prochaine diapo. Donc, je vous parle brièvement des principes. Toujours garder, bien, c'est ça, l'attitude positive qui fait qu'on reste dans le cercle de l'énergie, le cycle de l'énergie. On doit rechercher un équilibre entre les activités et le repos. Donc, pas se clencher toutes nos tâches tout de suite puis se reposer après. Il faut alterner nos activités avec des périodes de repos, répartir les tâches qui sont plus lourdes avec les tâches qui sont
qui nous demandent moins d'énergie. Puis, il faut prévoir aussi assez de temps pour exécuter une tâche. Au niveau de l'organisation du travail, ben, l'aménagement des espaces sont quand même importants. Les techniques d'exécution, ça, je vous donne un exemple. Par exemple, couper des légumes assis, ça demande moins d'énergie que de couper les légumes debout. Acheter des légumes surgelés, ben ça demande peut-être encore un petit peu moins d'énergie. Des fois, ça fait la job. Donc, c'est ça, les conseils posturaux. Utiliser des équipements appropriés. Donc, pour limiter la fatigue, comme je le disais, l'important, c'est d'essayer d'équilibrer notre horaire. Puis ça, ben, tu sais, c'est beau à dire ou à entendre comme ça, mais c'est un peu essai-erreur, là. Tu sais, à un moment donné, on essaie quelque chose, puis on se dit, ah non, finalement, j'ai trop dépassé mes limites. Puis c'est personnel à chacun. Mais c'est ça. En gros, il faut essayer de répartir nos choses à faire sur toute la journée en alternant avec des périodes de repos d'au moins 10 minutes. Une période de repos, là, les ergothérapeutes disent que c'est au moins 10 minutes. Alterner les tâches légères et lourdes, éviter le surmenage aussi afin d'avoir une énergie qui est constante là, au cours de nos activités. Se mobiliser fréquemment, mais sur de courtes périodes, donc alterner les positions assises et debout. Suivante. Bon, au niveau des aides techniques, dans le fond, il y a certaines personnes qui sont atteintes de SP qui peuvent présenter une faiblesse à une jambe, de la spasticité qui occasionne une difficulté là, à marcher. Ça peut demander beaucoup d'énergie au corps de marcher avec une jambe, par exemple, qui traîne ou qui ne coûte pas. Donc, l'utilisation d'un accessoire de marche approprié peut vraiment aider les gens à conserver leur énergie. Parfois, c'est sûr que c'est l'image, hein, on n'a pas envie d'utiliser un accessoire de marche de part de ce que les autres peuvent penser, on n'est pas vraiment prêt psychologiquement, mais il faut garder en tête que ça peut vraiment faire une différence sur le niveau d'énergie. Puis si on en a besoin, l'utilisation d'une canne, de bâton de marche, d'une orthèse pour éviter que le pied traîne. Un pied tombant, ça demande beaucoup d'énergie pour se mobiliser. Donc, une orthèse, un ambulateur, ça peut nous permettre d'avoir une meilleure endurance dans la journée si on en a besoin. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler au médecin. Une prescription, c'est rapidement fait. Bon, on en a vu quand même beaucoup. On serait rendu au traitement. Donc, il y a certains médicaments qui peuvent être utiles pour améliorer l'énergie. J'ai nommé quelques classes. Il y a le modafinil, la mentadine, le méthylphénidate. Certains antidépresseurs aussi peuvent être utiles pour améliorer le niveau d'énergie. J'avais envie de vous glisser un petit mot sur l'étude Triomphant qui vient de sortir justement là, récemment dans le Lancet, la revue de neurologie. Donc, c'est une étude qui a été faite, je vais prendre ma petite feuille dans le fond, avec 141 personnes qui sont atteintes de SP et de fatigue. L'étude a été menée sur 6 semaines, puis les médicaments, les classes de médicaments que je vous ai présentées, là, qui sont nommées dans la diapo, ont été utilisés, ainsi qu'un placebo, le placebo étant une pilule de farine. Pour ce qui est des conclusions, il n'y a pas eu de données probantes, il n'y a pas eu d'effet significatif des médicaments essayés par rapport à la pilule de farine. Donc, oui, dans notre pratique, on peut voir que certains de ces médicaments-là peuvent aider, mais dans l'étude récente qui vient d'être publiée, il n'y avait pas eu de bénéfice des médicaments par rapport au placebo. C'est une étude de l'Université de la Californie. Prochaine diapo. Ben voilà, je finirai avec une petite histoire de cas qui nous permettrait peut-être d'imager les données théoriques que je vous ai présentées.
Donc, c'est l'histoire de Yvan. Yvan, comme on le voit, est quand même touché par la fatigue. Prochaine diapo. Yvan, il a 28 ans. Il a la SP depuis 3 ans. Il est fatigué depuis les derniers mois. Il a de la difficulté à se concentrer. Malgré le fait qu'il se couche vers 8h30, 9h tous les soirs. Est-ce que sa fatigue est vraiment due à la SP? Tada! Avant de dire que c'est vraiment relié à la SP, on doit vraiment éliminer toutes les causes possibles. Donc, qu'est-ce que doit faire Yvan? Yvan, là, ce qu'il a fait en réalité, c'est qu'il a consulté son médecin généraliste afin de déterminer s'il n'y a pas d'autres maladies qui sont cachées derrière sa fatigue. Donc, il a passé un bilan sanguin pour éliminer de l'hypothyroïdie, un problème de la thyroïde. Dans le fond, le diabète, une infection, de l'anémie. Il a été questionné pour savoir s'il souffrait de dépression, questionné pour l'apnée du sommeil. Puis, au niveau du bilan sanguin, ben, on peut vérifier s'il y a une affection là, cardiaque, rénale ou pulmonaire. Yvan, ce qu'il a fait également, c'est qu'il a analysé ses comportements qui pourraient contribuer à entretenir sa fatigue en se disant qu'il pourrait modifier certains de ses comportements. Donc, il s'est demandé, ben, est-ce que je bouge suffisamment ou je suis trop sédentaire? Est-ce que je fume? Est-ce que mon alimentation est adéquate? Est-ce que j'en fais trop dans une journée? Il a consulté aussi son pharmacien afin de vérifier s'il y avait certains de ses médicaments qui pouvaient être en cause par rapport à sa fatigue. Il a éliminé toutes les autres causes possibles également. Donc, produits naturels, stress, anxiété. Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je suis dans une période de canicule? Est-ce que je souffre de la chaleur? Comment va mon sommeil? Est-ce que je souffre d'insomnie? Si oui, pourquoi? Je vais aller à la suivante. Donc, en bout de ligne, on peut maintenant affirmer que la fatigue de Yvan est reliée à la sclérose en plaques, en ayant éliminé toutes les causes dont on vient de voir. Son plan, ben, il a décidé de faire du vélo stationnaire parce qu'il n'aime pas tellement aller marcher à l'extérieur. Donc, il s'est procuré sur Kijiji un vélo stationnaire, puis en écoutant le District 31 tous les soirs pendant 30 minutes, ben, il fait son petit vélo. C'est son exercice. Il a décidé aussi de se faire une petite sieste, une power nap en bon français, le midi à son travail, pas couché en dessous de son bureau. Il s'est trouvé un petit coin tranquille où il va dans sa voiture. Puis, il a décidé, pour ce qui est de son stress, de pratiquer des exercices de respiration dans le milieu de l'avant-midi puis dans le milieu de l'après-midi. Donc, il se prend simplement 5 minutes, puis il prend des grandes respirations lentes et profondes en se fermant les yeux. Aussi, il a décidé de boire davantage. Il pense qu'il ne boit pas assez. Puis, il a décidé de prendre des collations, de s'apporter des collations là, protéinées dans la journée. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, au besoin, il pourra toujours en parler à son médecin, puis une médication pourrait être tentée dans un deuxième temps. Donc, en conclusion, pour ce qui est de la fatigue avec la sclérose en plaques, avant de mettre tout sur le dos de la SP, ben, il faut évaluer les causes et les facteurs contributifs. Passer un bilan de base, si possible, avec notre médecin pour éliminer les autres pathologies. Se doter d'un programme d'exercice adapté dans tous les cas ou pratiquer l'exercice physique, comme on a mentionné tout à l'heure. Évaluer la possibilité de faire des siestes de 15 à 20 minutes dans la journée, mais avant 15 heures pour ne pas entraver le sommeil du soir. Appliquer les principes de conservation d'énergie qu'on a vus tout à l'heure brièvement, mais je vous ai donné des ressources pour y recourir si vous voulez approfondir le sujet.
On peut aussi envisager une médication pour tenter d'améliorer l'état d'éveil si les autres trucs ne fonctionnent pas suffisamment. Puis, si toutefois l'impact au niveau du fonctionnement est important malgré tout, ben, on peut considérer une évaluation des capacités de travail à notre centre de réadaptation de notre région. Donc, c'est quelque chose qui est offert dans les centres de réadaptation. Ça s'appelle évaluation de capacité de travail. On est à ce moment-là évalué par une équipe multidisciplinaire sur plusieurs semaines en action dans des tâches. Donc, voilà, je pense que ça résume. Si on passe à la suivante, oui, c'est ça. Donc, ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va maintenant passer à la période là, de discussion. Puis, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des suggestions par rapport à des sujets que vous aimeriez qu'on aborde en 2022, ben, vous pouvez les écrire là, dans la boîte de clavardage. Ça nous fera plaisir là, d'essayer d'y répondre. Isabelle, merci beaucoup. C'était très intéressant. Il y avait une question, il y a une patiente qui disait, bon, par rapport au pseudo-poussé, elle n'a pas assisté à la conférence, elle remarquait que quand elle était plus fatiguée le soir, elle avait plus de symptômes. Bien, je pense qu'on a tous la réponse. C'est sûr que quand les gens sont plus fatigués, il y a plus de symptômes. Il y a même des patientes en période menstruelle qui ont l'impression de faire des poussées parce que leur température corporelle augmente un tout petit peu. Fait que je pense que celle qui a posé la question, ça va valoir vraiment la peine que vous allez visionner cette conférence-là parce que Nathalie donne vraiment de beaux exemples. Elle explique de fond en comble la différence entre ce qui est une poussée, une pseudo-poussée qui survient surtout en période de fatigue extrême ou d'infection et tout ça, là. Il y avait beaucoup de commentaires aussi par rapport à l'alimentation, Isabelle, là. Je ne sais pas si tu peux commenter. Tu as parlé de la sauge, puis de la sauge, puis je pense de la camomille. Tu disais que ça augmentait la fatigue? Bien, en fait, c'est que si on prend quelque chose pour se calmer, mais qu'on en prend de façon régulière, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça peut causer de la somnolence. Mm-hmm. C'est ça qui arrive. C'est tout simplement ça. C'est pas grave, là. Puis c'est sporadique, tu sais. C'est pas parce qu'on en a pris pendant 2 mois qu'on va rester avec de la fatigue par la suite, là. C'est vraiment au jour le jour. Mais il y en a qui prennent toujours une petite camomille après le dîner, puis finalement, ils s'endorment en après-midi. Ben, c'est sûr que ça peut être un facteur qui entre en jeu, là, pour ce qui n'est pas de provoquer la fatigue comme telle, mais pour l'entretenir, en fait. Mm-hmm. C'est super intéressant, ça, parce que, tu sais, je pense qu'il ne faut pas banaliser le fait que des produits naturels puissent avoir un impact important sur nos symptômes, tu sais. Fait que les tisanes, ce qui relaxe, tout ça, effectivement, ça peut jouer au niveau là, de la fatigue et tout ça, tout comme certains agents qui seraient des boosters, parce qu'on a un petit peu parlé aussi durant la présentation, tu sais, quand on est beaucoup fatigué, on a tendance à vouloir essayer de se chercher de l'énergie, savoir qu'est-ce qui pourrait nous booster, puis il y a certains patients qui vont utiliser des boissons énergétiques, des choses comme ça, puis tu sais, souvent, on fait vraiment une mise en garde par rapport à ça parce que, oui, c'est vrai que sur le coup, ça apporte un bénéfice parce que c'est un boost, c'est comme une dose d'adrénaline, une dose de sucre, de l'énergie instantanée, mais le problème, c'est qu'après ça, tu vas avoir un down qui peut être vraiment plus important que ce que tu aurais pensé, là, tu sais, fait que c'est important de jouer avec des choses qui sont plus équilibrées, qui maintiennent plus une constance que quelque chose qui pourrait nous apporter des boosts instantanés, là, tu sais. Oui. Puis pour ajouter à ça, par rapport à l'alimentation, c'est sûr que si quelqu'un prend un repas qui est très lourd, très riche en gras, mais ça prend beaucoup d'énergie à digérer ça. Puis si en plus les gens ont pris de l'alcool, bien, c'est normal qu'il y ait plus de fatigue. Ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que le soir, on propose aux gens le soir de manger un petit peu plus léger, puis de 2 heures avant le sommeil, de rien manger. Parce que si on se couche le ventre plein, bien, c'est plus long s'endormir. Tu parlais de l'insomnie reliée au problème de nicturie, d'aller uriner fréquemment la nuit. Une fois, c'est considéré comme normal. Mais quand tu te lèves 3-4 fois par nuit, puis ça te prend 20 minutes à chaque fois de te rendormir, bien, ton sommeil est amputé de plusieurs heures. Fait que ça, c'est des trucs. Puis, tu sais, souvent, les gens nous demandent, bon, on ne connaît pas la cause exacte, on en a parlé, Isabelle. Puis l'autre chose aussi qui est très frustrante pour les personnes atteintes et même pour les professionnels de la santé, on n'a pas une recette qu'on va pouvoir donner à tout le monde.
Isabelle a parlé de l'activité physique. Pour certaines personnes, c'est super efficace. Puis on n'a pas d'appareil. Quelqu'un qui fait de l'hypertension, on prend sa pression. Oups là, vous faites de l'hypertension, mais la fatigue, quelqu'un peut dire qu'il est fatigué à 10, l'autre personne qui est à côté va dire qu'il est fatigué à 7. Pourtant, ils ont le même degré de fatigue. On n'a pas de vrais outils pour évaluer la fatigue, malgré qu'on soit rendu en 2021. Puis ça, je comprends que ça peut être frustrant pour les patients atteints de sclérose en plaques. C'est un symptôme qui est invisible aussi, hein? C'est ça. Quand on est touché par la fatigue, c'est difficile de le vivre parce que l'entourage le perçoit pas tant que ça. Tu sais, j'ai pas un bras dans le plâtre, j'ai pas... c'est ça. Tu sais, c'est pas apparent, donc c'est difficile émotionnellement pour la personne qui est touchée par la fatigue de composer avec les attentes de l'entourage. C'est pour ça que ça prend vraiment de la bonne communication, puis l'exprimer aussi, on n'a pas de temps abordé dans la présentation, mais c'est important d'exprimer notre niveau d'énergie. Des fois, c'est plus positif de parler d'énergie que de fatigue. Tu sais, on peut dire, mon niveau d'énergie ne me permet pas de t'accompagner ce soir. Tu sais, au lieu de dire, je suis trop fatiguée, qui nous place un peu dans la connotation plus moins positive, je pourrais dire ça comme ça. Tu sais, parler de notre niveau d'énergie, puis pas être gêné. Puis tu marques un bon point, Isabelle, parce que souvent, les gens qui sont fatigués, étant donné que c'est invisible, sont perçus comme des personnes paresseuses, qui n'ont pas d'initiative, qui ne peuvent rien faire. Fait que moi, un conseil que je donne aux gens, s'il y a vraiment une activité pour laquelle là, vous tenez mordicus, mais vous savez que vous allez être trop fatigué, peut-être le soir, de faire une sieste avant d'aller à votre activité. Puis, tu sais, vos amis là, qui vous connaissent, ils savent que vous avez la sclérose en plaques. Fait que si vous êtes en gros party, vous avez un coup de fatigue, mais c'est pas gênant de demander à une copine, écoute, ça te dérange-tu, je vais aller m'étendre dans ta chambre 15 minutes. Osez le faire. C'est pas tabou. C'est de plus en plus décrit, la fatigue. Il y a des gens qui sont en invalidité parce qu'ils sont fatigués, ils ont des examens neurologiques normaux, mais malgré ça, sont incapables de travailler. Fait que plus vous allez en parler, comme Isabelle dit, plus on va être capable de démystifier ça et de dire, c'est réel, c'est pas fake, là, la fatigue. Mais comme on n'est pas capable de l'évaluer, c'est tellement péjoratif pour plein de gens, mais parlez-en à vos conjoints, votre famille, vos amis. Je pense que c'est le secret. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la boîte de clavardage, j'avais vu, c'était à peu près ça, mais il y avait beaucoup de suggestions de conférences. Je vous remercie. Par rapport à l'alimentation, par rapport à le cannabis. Il y a quelqu'un qui parlait de la baisse de libido. Juste ça ne ferait pas une conférence, mais on pourrait faire une conférence sur la sexualité. Marie-Claude disait qu'il y a une sexologue qui va présenter là-dessus. Fait que gênez-vous pas parce que, tu sais, dans le fond, nous, c'est ça qui nous nourrit puis qui nous donne des idées là, pour 2022. Effectivement. Oui. Puis il faut juste faire attention aussi, tu sais, on parlait de la fatigue, mais tu sais, des fois, c'est vraiment étrange parce que quand on regarde dans le tableau d'un patient ou dans son historique, tout ça, on réalise vraiment que souvent, la fatigue est un des symptômes qui est apparu en premier, mais qui a été un peu ignoré dans le temps. Puis c'est parce qu'il y a d'autres choses qui se sont ajoutées qu'on a réalisé que c'était des ajouts, puis ça contribuait au diagnostic finalement parce que la fatigue est souvent un des premiers symptômes qui apparaît en sclérose en plaques. Puis c'est souvent, ça peut aussi être souvent relié à la charge lésionnelle. Puis c'est tant qu'on n'est pas pris en charge, tout ça, on ne peut pas l'évaluer, tout ça, mais quand on voit notre neurologue, quand on passe des résonances magnétiques, on voit un petit peu c'est quoi le tableau de notre maladie, puis il peut avoir une atteinte au niveau cérébral, au niveau de l'atrophie cérébrale, la charge lésionnelle, tout ça peut engendrer de la fatigue, puis c'est incontrôlable, puis c'est des choses sur quoi on n'a pas nécessairement de pouvoir, il n'y a pas de médicaments, malheureusement, qui agissent là-dessus, là. On est bien honnête, mais je pense que l'idée, c'est d'en parler, puis de trouver des trucs en équipe ou avec votre équipe de soins, là, pour voir comment vous pouvez remédier à ça ou améliorer le tout, là.
Mais pour ajouter ce que tu disais aussi, Nathalie, ils ont démontré de plus en plus que peut-être que l'hippocampe serait responsable d'une partie de la fatigue et de la sclérose en plaques. Puis ce qu'Isabelle aussi, pour enchérir ce qu'Isabelle disait par rapport à la fatigue en elle-même, c'est pas considéré comme une poussée, mais souvent, on a des patients qui vont ils vont dire « Ah, j'ai eu une petite recrudescence de fatigue 2-3 jours avant ma poussée. » Ça, il y en a plusieurs patients qui vont nous dire ça. Fait que soyez attentifs. Si vous avez une fatigue qui a augmenté de façon significative, sans raison, vous n'êtes pas couché tard, vous avez bien mangé, faites pas d'anémie, rien, et soyez vigilants parce que moi, j'ai vu ça souvent dans mon expérience clinique. Là. Il y a des gens qui me disaient « Ah, je sais que ça s'en vient parce que j'ai été plus fatiguée. » C'est pas pour tout le monde, mais seulement la fatigue, c'est pas considéré comme une poussée. C'est important là, de garder ça en tête. Oui. C'est étrange parce qu'il y a souvent des patients qui vont ressentir plus de fatigue quand ils sont dus pour leur traitement. Puis c'est répertorié chez certains patients, pas chez tous les patients, mais c'est quand même quelque chose qu'on remarque puis qui est vraiment intéressant, là, que des patients puissent sentir qu'ils ont une baisse d'énergie avant de recevoir des traitements qui sont un petit peu plus dans le temps, là, qui sont plus écartés ou je ne sais pas, la distance dans le temps est plus prononcée, puis tout ça, là. Puis, il y a aussi le facteur de fatigue associé aussi aux médicaments pour la douleur. Il faut juste faire attention. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important à soulever parce que certains patients présentent des douleurs. Puis oui, on essaie de gérer la douleur, mais c'est vraiment quelque chose de particulier puis de très difficile à gérer, la douleur. Puis malheureusement, les médicaments pour la douleur vont entraîner des atteintes cognitives, de la somnolence, de la fatigue. Puis, on est souvent sur une ligne qui est très, très fine, à savoir si on continue à tenter de soulager la douleur à 100% ou si on arrête pour maintenir un seuil de vigilance adéquat pour les patients. Parce que c'est soit vous avez mal ou soit vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Il y a comme une ligne fine entre les deux où on doit trouver un équilibre. Là, puis ça, c'est vraiment à discuter là, avec votre équipe traitante. Mais la douleur, malheureusement, c'est quelque chose qui est présent puis qui est chronique souvent dans certains problèmes de santé. Puis on doit vivre avec. Puis c'est ça. Juste pour, dans la boîte de clavardage, il y a quelqu'un qui redemandait où on peut visionner nos conférences. Il y a sur YouTube, puis Marie-Ève Simard, vous envoyez le lien là, dans la boîte de clavardage un petit peu plus haut en début de conversation, en début de conférence. Le lien est là. Vous allez pouvoir visionner et la conférence de ce soir et les 3 précédentes. Merci tout le monde. Merci Isabelle, merci beaucoup. Ben, merci à tous. Puis on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Puis on se revoit en 2022 pour notre part avec des nouveaux sujets donnés par Accès Spécial. Merci tout le monde. C'est bon. Merci tout le monde. Bye. Bye.